Votre attention, s'il vous plaît. Il est 20h10, je déclare le conseil municipal ouvert. S'il vous plaît, monsieur Berenguer, c'est parti. Alors, je vais procéder à l'appel nominal. Olivier Colesso, présent. Catherine Ribaille. Laurent Thirez. Présent. Tawa Lyon. Présent. Fabrice Cassada. Présent. Emmanuel Abel a donné son pouvoir à Karine Lorteau. Philippe Arnaud. Présent. Samira Awali. Absente. Alexandre Pouzet. Présent. Isabelle Soulis. Présent. Béatrice Desrois. Présent. Georges Pambou. Présent. Virginia Riora. Philippe Berenguer. Présent. Karine Lorteau. Présent. Anaïs Roy. Mathilde Justin a donné son pouvoir à M. Georges Pambou. Jean-Paul Algaron. Présent. Catherine Chevalier a donné son pouvoir à Olivier Colesso. Philippe Tadjilzik. Présent. Michel Romagniec. Présent. Ahmed Saïd. Présent. Pierrette Munier. Présent. Ali Bouchama. Présent. Présent. Oui, pardon. Fabienne Gilliot a donné son pouvoir à Grégory Ateba. Grégory Ateba, Présent. présent. Et Gaël Bouvier a donné son pouvoir à Madame Pierrette Munier. Donc 21 personnes présentes, 5 pouvoirs et une absente. Désignation d'un secrétaire de séance. Monsieur Tadjilzik se propose. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Approbation du PV du Conseil du 1er octobre 2021. Vous l'avez reçu en pièce jointe avec la convocation. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Je fais signer le PV. Merci de le signer. Pendant ce temps-là, on avance dans l'ordre du jour. Nomination au bureau municipal élargi. Alors ça, c'était un sujet qui avait été abordé rapidement la dernière fois. La municipalité a envie d'associer l'opposition municipale, enfin la minorité municipale, à certains travaux d'intérêt général, enfin de réflexion qui intéressent la commune et qui ne sont pas forcément très politiques, dans le cadre d'un bureau municipal élargi. Si bien sûr, les conseillers de la minorité municipale le souhaitent. Donc je propose que 2 conseillers municipaux choisis parmi la minorité soient désignés. Est-ce que vous avez désigné des membres pour y participer? Non, il n'y a pas de candidature. Très bien. Point numéro 5, communication de la SEC. Alors vous vous rappelez, au conseil municipal, au cours duquel nous avions voté les subventions, l'opposition municipale avait argué du fait que l'association des Amis de Sainte-Eutrope était une association cultuelle et qu'à ce titre n'avait pas vocation à recevoir de subventions. On était resté là-dessus, bien qu'on ait annoncé qu'il ne s'agissait pas d'une association cultuelle mais d'une association patrimoniale, qui certes s'occupait de l'entretien d'une église, mais qui est une mission tout à fait normale d'une commune. Nous avions finalement retiré de l'ordre du jour le vote de la subvention. En réponse, l'association nous a adressé un courrier qui nous ont demandé de lire en conseil municipal, ce que je fais maintenant. Mesdames, Messieurs, lors du dernier conseil municipal du 16 juillet 2021, la demande de subvention déposée par notre association a été refusée, au prétexte qu'une commune ne doit pas accorder d'aide financière à une association cultuelle. Les membres de la SEC ont été très surpris et regrettent cette prise de position ainsi que le refus qui en découle. Si nous reprenons les termes des statuts de l'association dans son article 2, joint à la demande de subvention,
rien ne fait allusion à la pratique du culte. Nous affirmons que notre association a pour but l'entretien du patrimoine, le nettoyage et l'ouverture de l'église Sainte-Eutrope. Ce bâtiment est en effet ouvert le week-end à tous les Chanteloupiens et visiteurs de passage grâce à notre action. Cette église fait partie intégrante de notre patrimoine, tout en gardant sa fonction de lieu de culte. La SEC a été créée en 1986 à la demande de M. Gérard Villaume, maire du village, pour contribuer aux frais de rénovation de l'église. Dans la continuité, certains travaux récents assumés par notre association, comme par exemple le remplacement des éclairages traditionnels par des spots et des ampoules basse consommation, permettent à la mairie de faire des économies. En espérant que ce malentendu soit dissipé et que notre prochaine demande de subvention soit acceptée, nous remercions les membres du conseil de l'attention qu'ils porteront fait à ce courrier. Et c'est signé par les membres du bureau de la SEC. Voilà, donc l'année prochaine, bien sûr, nous proposerons le vote d'une subvention à cette association et ça ne fera pas l'objet de polémique. Point numéro 6, autorisation donnée au maire de candidater à une subvention au titre de la DETR. Alors la DETR, ça fait partie de ces subventions que l'on demande à l'État, au même titre que la DESIL relance. Les plus attentifs d'entre vous se souviennent qu'il y a déjà plusieurs mois de ça, on avait candidaté à ces subventions dans le cadre du CRTE, qui était un véhicule juridique porté par l'agglomération de Marne-et-Gondoire et qui avait pour but de recenser les différents besoins de subventions d'État des municipalités sur un plan pluriannuel et qui aurait été instruit, disons, par l'agglomération. Finalement, ce CRTE n'a pas été signé par le préfet. On nous a donc demandé de reprendre le travail à la base et de faire des demandes de subventions à l'État dans le cadre habituel. Donc à ce titre, je demande au conseil municipal de m'autoriser à faire une demande de subvention de DETR 2022 et qui aura pour objet, dans la continuité de ce qui a été fait déjà l'année dernière, de procéder au remplacement de points lumineux au sodium ou même avec des technologies plus anciennes par des éclairages de type LED, donc qui assurent une meilleure efficacité énergétique, en plus de la possibilité de moduler l'éclairage. L'année dernière, rappelez-vous, on avait obtenu une subvention de 80% pour le remplacement d'une trentaine de points lumineux. C'était des points lumineux assez coûteux, puisque c'était ceux qui étaient dans le quartier de la mairie, donc il y avait des lanternes 4 pans. Là, l'objet de la subvention porte toujours pour le remplacement de lampes, mais pour un montant inférieur et pour un nombre de lampes plus important que l'année dernière. Hein, d'accord ? Donc le côté bon marché en fait de cette opération vient du fait que les modèles qui sont changés sont beaucoup moins coûteux. Comme pour l'année dernière, on demande une subvention à hauteur de 80%, c'est le maximum qui nous est autorisé, et nous verrons ce que l'État est prêt à nous allouer. Donc le coût de cette tranche est de 16 529,54 € pour le remplacement de 49 lampes et nous demandons une subvention à l'État au titre de la DETR à hauteur de 80%. Voilà. Donc qui serait contre cette demande de subvention? Alors c'est intéressant, vous allez nous expliquer pourquoi si vous le voulez bien. On peut voter sans forcément donner d'explication. Bon, très bien, j'espère. Alors, je ne sais pas si ça a bien été enregistré à la caméra, mais la réponse de Madame Munier, c'est qu'on peut voter contre sans donner d'explication. Donc, on en prend acte. Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Point suivant, rétrocession au domaine public des parties communes des lodges. Donc les lodges, c'est un lotissement qui a été livré déjà il y a quelques années et pour lesquels donc la FUL, qui représente les copropriétaires, avait demandé la rétrocession des parties communes. C'est une opération qui est assez classique dans l'urbanisme. Alors cette rétrocession a quelque chose d'un petit peu particulier parce qu'il ne s'agit pas seulement de rétrocéder des voiries, comme c'est le cas très souvent. Enfin, les personnes qui nous regardent, pour beaucoup d'entre elles, en fait, se sont installées dans des nouveaux programmes immobiliers. C'est souvent la première chose qui est faite une fois que les propriétaires sont installés, c'est de demander à la commune de reprendre à sa charge l'entretien des trottoirs et des voiries
qui passe par la copropriété. Les loges, il y a certes de la voirie, mais il y a aussi deux points d'intérêt particuliers pour la commune, que sont un parking, une aire de stationnement, qui aujourd'hui est privée, qui est réservée aux habitants des loges, et qui, une fois la rétrocession sera faite, deviendra un parking communal. Donc c'est intéressant. Chanteloup est une ville qui souffre d'un grand déficit de stationnement, et c'est en plus un parking qui donnera sur l'avenue de la Jonchère une zone qu'il faut repenser. Pardon ? Avenue du Bois de Chigny, excusez-moi. Voilà. Et en plus, il y a une section de rue qu'il convient de repenser de plein de points de vue, et pour lequel, tout à l'heure, M. Tal Gilzik expliquera en quoi sa mission de concertation et de consultation citoyenne sera importante dans cet objectif. L'autre point intéressant des loges, c'est environ 500 ou 600 mètres carrés d'une parcelle enherbée qui aujourd'hui est plantée d'arbres et qui pourrait en fait ici recevoir un équipement culturel, peut-être un parc de statues, enfin encore quelque chose que l'on fera en consultation avec les habitants. Donc de tous ces points de vue, eh bien, nous estimons que la rétrocession des parties communes des loges au domaine public est pertinent, et nous vous demanderons donc de le soutenir. Donc, qui serait contre cette rétrocession ? Vous ne faites pas allusion de la commission urbanisme dans la délibération. Et vous voulez qu'on rajoute, vu l'avis de la commission urbanisme ? Ça a été voté à la commission urbanisme. Alors, on vote rien en commission d'urbanisme. D'accord ? Mais pourtant, d'habitude, on est... ça a été... Oui, mais si vous voulez qu'on rajoute que ce point a été abordé en commission d'urbanisme, il n'y a pas de problème, ce sera fait. D'ailleurs, j'ai le compte rendu de la commission d'urbanisme à vous distribuer, si vous voulez bien faire tourner. Vous faites tourner, vous prenez un exemplaire chacun, puis après le timer revient. Vous avez voté contre, c'est ça ? Oui. Qui s'abstiendrait ? Qui est pour ? Alors, il y a une abstention, Georges, voilà, puisque c'est Mathilde Justin, qui est copropriétaire, qui souhaite s'abstenir pour ne pas être à la fois jugé partie. Voilà. Nous avançons, toujours dans le domaine de l'urbanisme, donc des délibérations qui deviennent classiques maintenant au conseil municipal, des décisions de préemption, de non-préemption urbaine. Donc il s'agit de deux opérations. Alors DIA, pour ceux qui ne sont pas encore très familiers, c'est les déclarations d'intention d'aliéner. Chanteloup-en-Brie dans une zone dite de préemption urbaine, c'est-à-dire qu'aucune transaction immobilière ne peut se faire sans que la commune n'ait au préalable exprimé sa volonté de préempter, c'est-à-dire d'acheter à la place de l'acheteur ou pas. Bien sûr, comme il y a quand même pas mal de transactions, c'est en général une décision qui est prise par le maire, au vu de la délégation que vous lui avez consentie au moment de l'installation du conseil municipal. Mais cette possibilité est plafonnée à 500 000 €, donc à chaque fois qu'une transaction dépasse les 500 000 €, c'est au conseil municipal de s'exprimer. Donc ces deux DIA ont été étudiés en commission d'urbanisme. Il n'a pas d'intérêt pour la commune à préempter, donc nous vous proposons ce soir de manifester votre non-intention de préempter. En commençant par la DIA 2139 pour la référence cadastrale AB 175. Donc, qui serait, alors c'est une formulation à l'envers, y a-t-il des personnes qui souhaiteraient que la commune préempte ? Non. Est-ce que quelqu'un s'abstiendrait ? Est-ce que quelqu'un est d'accord pour ne pas préempter ? Qui est d'accord pour ne pas préempter ? Voilà. Même opération pour la référence cadastrale B962. Qui souhaiterait que la commune préempte ? Qui s'abstiendrait ? Qui souhaite que la commune ne préempte pas ? Merci. Nous passons maintenant aux délibérations financières. Point numéro 10, souscription d'un prêt relais.
Pour financer les investissements de la commune, il y a différentes sources de revenus, le FCTVA, les subventions et le versement en fait, de l'excédent de fonctionnement à la section investissement. Sur le mandat, il y a une série d'investissements qui seront à faire et donc à financer. Et une de ces sources de financement sera la revente de la parcelle de terrain qui est aujourd'hui encore occupée par l'atelier municipal en partie et qui à terme sera laissée sans fonction particulière. Donc une fois que plus aucun service public ne sera assuré sur cette parcelle, elle sera déclassée, donc sortie du domaine public pour ensuite être cédée. Ça fera l'objet de consultations dans les commissions d'urbanisme futures, ça fera l'objet aussi de plusieurs délibérations en conseil municipal. Toujours est-il que pour ne pas attendre d'obtenir les fonds de cette cession pour pouvoir engager les investissements dont la commune a besoin, nous avons souscrit auprès du Crédit Agricole de Brie-Picardie un prêt relais qui nous permet d'obtenir tout de suite 500 000 € payés in fine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remboursement sur le principal chaque année, voilà, un taux très bas, et qui va nous permettre, qui sera remboursé lorsque nous aurons fait les cessions et obtenu les fonds nécessaires, qui nous permettra de ne pas différer les investissements dont la commune a besoin. Voilà, vous avez vu les détails de l'offre dans la convocation. Y a-t-il des questions sur cette opération? S'il n'y en a pas, nous allons mettre au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui serait pour? Merci. Toujours sur la partie financière, mais sur la partie du coup fonctionnement, la souscription d'une ligne de trésorerie. Alors qu'est-ce qu'une ligne de trésorerie? Une ligne de trésorerie, c'est pas un emprunt, c'est pas l'endettement, c'est une facilité de caisse que nous octroie la banque, comme pour une entreprise. Les recettes que touche la commune sont en grande partie mensualisées. Typiquement, la taxe foncière, l'attribution de compensation de l'agglomération nous sont versées mensuellement. Or, il y a parfois des dépenses qui doivent être réalisées instantanément. Or, comme Chanteloup-en-Brie est une commune qui n'a pas beaucoup de réserves financières, il est très important à la fois pour la sécurité financière de la commune et le confort de travail tout simplement, de pouvoir avoir un volant d'argent pour faire face aux obligations de paiement immédiat en attendant que les recettes arrivent. Donc nous avons souscrit toujours auprès du Crédit Agricole de Brie-Picardie une ligne de trésorerie d'un montant de 200 000 €. Comment ça fonctionne? Ces 200 000 €, ils sont ouverts, mais on les utilise que si on en a besoin. C'est-à-dire que si on n'a à aucun moment besoin de trésorerie parce que la commune a suffisamment en caisse, eh bien nous ne tirons rien sur la ligne de trésorerie. En revanche, si nous avons besoin, nous demandons à mobiliser une partie de cette ligne de trésorerie jusqu'à hauteur maximale de 200 000 € et nous payons dessus un tout petit intérêt puisque en fait c'est des sommes qui ont vocation à être restituées immédiatement, ou en tout cas à très très court terme. Voilà. Donc c'est une facilité qui va nous permettre de piloter l'action de la commune de manière plus fluide. On ne va pas être obligé de monter sur les freins de temps en temps lorsqu'on voit qu'on n'a plus d'argent en caisse. On va pouvoir continuer à vivre normalement, à assurer les services publics dans leur continuité, sans pour autant avoir des recettes supplémentaires, fiscales ou, voilà, pas l'endettement, puisqu'en fonctionnement il n'y a pas d'endettement. Voilà. Donc c'est un outil de pilotage très important. On avait annoncé qu'on utiliserait cet outil pratiquement à notre installation, enfin c'était un petit peu évoqué dans notre programme, mais rappelez-vous, dans les débats d'orientation budgétaire, on a toujours insisté sur le fait que nous avions une approche des finances publiques basée sur le pilotage, c'est-à-dire qu'on ne lance pas nos dés en début d'année et puis on attend l'année suivante pour rectifier. Nous voulons pouvoir gérer nos recettes, nos dépenses, notre trésorerie de manière fluide, de telle sorte que nous pouvons atteindre tous nos objectifs en termes de services publics sans discontinuité. Voilà. De la même manière, vous avez reçu avec la convocation le détail de l'offre, vous avez pu la consulter. Qui serait contre la souscription de cette ligne de trésorerie? Qui s'abstiendrait?
Qui est pour? Merci. Décision modificative du BP 2021, numéro 2. Alors là, ça ne fait pas l'objet d'une délibération, puisque c'est une décision modificative qui a été prise par voie d'arrêté, mais c'est une information que je fais au conseil municipal. Alors qu'est-ce qu'une décision modificative? Le budget est voté en début d'année, en tout cas en début d'exercice, pour définir quels seront les montants des recettes, les montants estimés des recettes et les anticipations de dépenses. Les budgets sont votés au chapitre, et les chapitres sont composés de différentes lignes. Bien évidemment, il est rarissime que le BP soit tout à fait conforme à la réalité des recettes et des dépenses au cours d'une année. Et on peut, sans difficulté, dépenser plus sur une ligne et moins sur une autre, à condition que l'équilibre du chapitre soit respecté. C'est-à-dire que si on a voté un certain montant au niveau du chapitre, ce qui se passe à l'intérieur, bon, c'est pas très grave, en tout cas ça pose pas de problème juridique. En revanche, on ne peut pas dépenser plus que ce qui a été voté dans un chapitre. Et lorsque, en cours d'exécution budgétaire, on se rend compte qu'un chapitre n'a pas été suffisamment alimenté en recettes, il faut procéder à une décision modificative du BP. Ces décisions modificatives passent par l'organe délibérant, qui est le conseil municipal, à une exception près, lorsque les sommes prélevées pour alimenter un chapitre le sont depuis les dépenses imprévues. Vous vous souvenez que vous avez voté au chapitre la dernière fois, chapitre par chapitre, et que parmi ces chapitres, il y en a qui s'appellent dépenses imprévues. On a été confronté à un manque d'argent sur un chapitre parce qu'on a eu une dépense au niveau du cimetière, plus de dépenses au niveau du cimetière que ce qui avait été anticipé. Et j'ai donc dû prendre un arrêté valant décision modificative pour alimenter de quelques milliers d'euros la partie qui nous a permis de faire face à nos obligations liées au cimetière. Voilà, donc ça c'était un titre informatif. En revanche, lorsqu'une modification du budget fait appel à d'autres chapitres que les dépenses imprévues, là il faut obtenir l'accord de l'Assemblée délibérante, puisque le pouvoir budgétaire c'est le pouvoir principal en démocratie, et que la démocratie municipale c'est vous qui l'exercez dans ce conseil. La décision modificative numéro 3 qui vous est soumise ce soir est motivée par le besoin de neutraliser une dépense qui n'avait pas été faite lors du vote du BP. Vous vous souvenez que le gros morceau, la partie la plus complexe cette année d'un point de vue budgétaire, c'est la renégociation des vieux emprunts qui coûtaient très cher du Crédit Agricole. Alors ça, c'est des opérations qui sont simples à comprendre intellectuellement, mais qui impliquent des écritures comptables assez complexes. Beaucoup d'opérations d'ordre, qui rendent d'ailleurs la lecture du BP un petit peu floue. Alors c'est pas nous, tout seuls, qui décidons quelles lignes sont mouvementées. En général, on reçoit une fiche de la banque qui nous dit voilà les lignes d'écriture, avec le trésor aussi. Eh bien, il y a une opération qui n'a pas été faite lorsque nous avons renégocié ces crédits et qui a engendré en fait une dépense non nécessaire en fait dans les opérations de refinancement des crédits. Il y avait une dépense que nous aurions dû neutraliser et que nous n'avons pas neutralisée. Donc cette décision modificative numéro 3 a pour but de neutraliser cette dépense et du coup fait apparaître des recettes supplémentaires qu'il faut du coup ventiler sur d'autres chapitres. Donc vous avez au dos de la délibération, du projet de délibération, un tableau qui vous explique le détail des lignes qui seront mouvementées par cette décision modificative. Donc vous voyez que la neutralisation des charges financières s'élève à 144 130 €. Il faut donc ventiler cette somme sur des postes de dépenses, de telle sorte que le budget conserve son équilibre. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette... Oui, monsieur Ateba, vous avez un micro ? Il est allumé. Vous avez dit des dépenses... Enfin, je n'ai pas retenu le mot, une dépense...
Neutraliser une dépense. C'est quoi au juste cette dépense neutralisée? C'est dans les opérations. Vous avez peut-être en tête les lignes, les écritures comptables qui sont passées lorsqu'on a renégocié les emprunts, c'est-à-dire qu'on a d'une certaine manière remboursé les emprunts, en contracté un nouveau, et ça donnait lieu à de nombreuses lignes. Et il y a des charges financières liées au... Je parle sous le contrôle de M. Pambou. Si je dis une bêtise, je vous passe le micro. Il y a des charges financières liées aux anciens emprunts qui étaient restés apparents dans le BP, alors qu'ils n'avaient pas lieu d'être. Donc en fait, on avait des charges financières qui n'avaient pas lieu. Donc ces charges-là, on les enlève du BP. Et on se retrouve avec 144 000 euros supplémentaires, voilà, qu'il faut reventiler. Pour préciser les propos pour préciser les propos de M. le maire, en fait, les 144 730 euros correspondent en fait à l'indemnité de remboursement anticipé. Donc, l'indemnité de remboursement anticipé est une indemnité de fonctionnement. Donc, il y a une procédure budgétaire qui permet de compenser cette indemnité en créant artificiellement une recette. C'est pour ça que dans cette DM, vous avez en recette 144 730 et ces 144 730 doivent être compensés par l'inscription de dépenses. Donc les dépenses en question, il y a 1000 euros qui correspondent en fait aux frais liés, à l'emprunt et puis à la ligne de trésorerie, plus 140 730 euros qui correspondent en fait aux dépenses imprévues, parce qu'en fait, il y a une nécessité d'équilibrer dans le budget. Donc on crée une dépense sur ce chapitre-là, parce qu'on n'a pas d'autres dépenses prévues. Et par ailleurs, on inscrit 3 000 euros au titre donc de l'amortissement. L'amortissement, c'est une obligation réglementaire, en fait. Les inscriptions qui ont été faites au budget primitif n'étaient pas suffisantes, donc on nous l'a signalé. Donc on inscrit 3 000 euros. Alors, donc la deuxième partie de l'ADM, de la décision modificative, concerne en fait l'inscription de 500 000 euros qui correspondent à l'emprunt au crédit agricole, en recette d'investissement. Donc on a 500 000 euros, hein, et auquel il faut rajouter des lignes qui correspondent en fait également aux amortissements, parce que les amortissements sont des opérations qui jouent à la fois. J'entends bien, monsieur Pambou. Monsieur le maire a parfaitement expliqué ceci, mais moi j'ai une interrogation sur 140 730 euros. Ça signifie que le BP, enfin le budget que nous avons voté, enfin que la majorité a voté, n'était pas sincère et véritable. Si, le budget était sincère. Ah, je ne trouve pas, moi. Bon, alors, 140 000 euros de dépenses imprévues. Excusez-moi, je pense que tout le monde paye ses impôts. 140 000 euros de dépenses imprévues, c'est qu'à un moment... Alors là, je sais pas. C'est dommage que vous n'ayez pas été attentif, monsieur Ateba, comme vous l'êtes parfois, parce que monsieur Pambou a bien expliqué. Cet argent, il faut le ventiler sur un chapitre. D'accord ? Ce qui serait très insincère, c'est de ventiler 144 000 euros sur un chapitre où l'on sait pertinemment que ça ne correspond à aucune dépense. Je conteste. Nous sommes en novembre, hein, pas loin de la fin de l'exercice budgétaire. Ça, c'est typiquement l'opération qui est la moins insincère. Qu'il y ait une erreur d'écriture, bon, ça, on ne dit pas le contraire. Quand c'est dans ce sens-là, c'est quand même mieux. Hein, que dans l'autre sens. Maintenant, que les 144 000 euros soient ventilés comme il le soit, c'est de mon point de vue la façon la plus sincère de procéder, puisque ça ne gonfle pas artificiellement les dépenses qui ne seraient pas utilisées. C'est votre décision. Moi, je m'interroge quand même, et je pense que je ne suis pas le seul, sur ces dépenses imprévues. Voilà, c'est tout. Ouais, vous n'avez pas compris. Donc, si on ne les met pas en dépenses imprévues, il faut les mettre ailleurs. Et si on les met par exemple sur le cimetière, on ne va pas mettre sur le cimetière alors qu'on sait qu'on n'aura pas 144 000 euros de dépenses sur le cimetière. Vous voyez ce que je veux dire ? La seule chose que l'on sait, c'est que en mettant sur les dépenses imprévues, on a la possibilité de faire face aux imprévus. Après tout, il peut y en avoir encore entre novembre et décembre. Et pour votre information, monsieur Ateba, les dépenses imprévues sont plafonnées par la loi. Hein, je crois que c'est 7,5% du montant du budget. Donc on est vraiment très loin de ce que la loi nous autorise à provisionner comme dépenses imprévues. Donc de ce point de vue-là, votre critique ne porte pas.
Y a-t-il d'autres questions sur cette DM? 7,5% du... Vous ferez le calcul vous-même, ça fait beaucoup d'argent, monsieur Atipa. Donc 144 000, ça reste tout à fait raisonnable. Qui est contre cette DM? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. S'il vous plaît. Oui. Je voudrais qu'on rectifie la modification, la délibération sur le pré-relais du Crédit Agricole. Vous mettez... En arrière alors. Oui, parce que... Attendez. Il y a un considérant qui n'a pas lieu d'être. Considérant l'avis de la commission d'urbanisme, on n'a jamais donné notre avis sur... Oh, excusez-moi, c'était la commission finance. Très bien. Vu l'avis de la commission de finances. Ah, c'est la trésorerie, oui, d'accord, autant pour moi. Très bien. Ça marche. Point 14, autorisation d'engagement des dépenses d'investissement avant le vote du BP 2022. Non, il y a deux lignes en fait, c'est pour ça. Le budget est voté sur une base annuelle, donc les dépenses ne peuvent plus, ne peuvent plus être engagées après le 31 décembre. Bien sûr, le budget suivant n'est jamais voté immédiatement après, donc ce qui crée une période pendant laquelle le budget précédent cesse de pouvoir être exécuté et le nouveau budget n'a pas encore été voté. Pour faire face à cette situation, pour permettre aux collectivités de continuer à fonctionner, la loi prévoit deux mécanismes. En fonctionnement, c'est assez simple, puisqu'on considère que jusqu'au vote du prochain budget, eh bien, c'est le budget précédent qui s'applique. Donc on remet les compteurs à zéro d'une certaine manière, et on peut continuer à fonctionner. En revanche, c'est un régime différent pour les investissements, puisque là, il faut attendre que le nouveau budget soit voté. À moins que le conseil municipal autorise le maire à engager des dépenses, mais dans une certaine limite. Donc c'est ce que nous vous demandons ce soir, c'est-à-dire, alors c'est une délibération qui est tout à fait ordinaire, en général qui est passée par toutes les assemblées délibérantes, que ce soit dans les communes, les agglomérations ou dans les syndicats qui suivent ce même plan comptable. Donc l'autorisation vise à permettre à la municipalité de continuer à dépenser en investissement à hauteur de 25% du budget précédent, c'est quand même encadré, jusqu'à ce que le prochain BP soit voté. Voilà. Qui serait contre cette... Qui serait... Alors 5 contre, qui s'abstiendrait? Qui serait pour? Très bien. Vous avez compris, hein, l'idée de cette délibération, c'est que la commune ne s'arrête pas pendant 4 mois, le temps que le budget soit voté. Donc, je ne vois pas qui peut souhaiter que la commune s'arrête de fonctionner pendant 4 mois. Mais c'est pas sur ça, monsieur le maire, c'est sur la manière dont les choses sont faites. Cette délibération, vous trouvez que la manière n'est pas la bonne, c'est ça? Bon, on avance. Point 15, recours au service civique. Alors le service civique, vous avez sûrement entendu parler dans les médias, c'est la possibilité pour des jeunes d'effectuer leur service national en situation d'emploi. Alors c'est quelque chose qui dépend du code du service national, qui ne dépend pas du code du travail. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notion de tableau d'emploi, etc. En revanche, il faut que le conseil municipal autorise la commune à y avoir recours. Alors aujourd'hui, dans la délibération qui est présentée, il ne s'agit pas de dire nous voulons 1 jeune, 2 jeunes pour faire telle mission et pendant telle heure. C'est uniquement pour permettre à la commune de rentrer dans le cadre du service civique et ensuite d'étudier les possibilités qui s'offrent à nous. En général, les personnes qui sont recrutées sont des personnes qui ou n'ont pas de qualification ou alors qui ont des qualifications qui ne correspondent pas au poste qu'on leur offre. Voilà. Donc c'est un outil qui à la fois est bien pour les jeunes parce que ça permet de leur mettre le pied à l'étrier, pour la commune également puisque ça fait aussi des personnes qui travaillent dans des conditions tarifaires très intéressantes, disons-le. Et donc nous avons décidé d'avoir recours à cet outil pour eh bien, épauler les services qui en auraient besoin. Voilà.
Y a-t-il des questions, monsieur Ateba? Sur le principe, on entend, mais vous n'avez pas déjà travaillé un peu sur les services qui seraient concernés? Si, alors d'accord, très bien, on peut avancer comme ça. Comme si vous voulez, c'est une décision cadre. C'est-à-dire que vous nous présentez des choses, certes, mais on n'a pas de vision de ce qui pourrait être envisagé par la commune. Alors, encore une fois, monsieur Débat, je répète ce que je viens de dire à l'instant, c'est que pour l'instant, c'est une délibération qui nous permet de rentrer dans le cadre du service civique et qui nous permettra, à plusieurs reprises, en fonction des besoins, d'y avoir recours. Le premier besoin que j'ai identifié, c'est pour le service événement culturel. Voilà, pour vous répondre. Mais ça ne présage pas du tout de ce que l'on fera effectivement, parce que ça dépendra aussi des jeunes qui se présentent à nous et des possibilités. Donc c'est un accord cadre, une possibilité cadre qui nous permettra de faire face aux besoins dans plein de domaines. Aujourd'hui, nous n'avons pas arrêté de stratégie particulière en matière de service civique, si c'est votre question. Ça aurait été intéressant, c'est pour ça, ça aurait été intéressant. Là, on est quand même, on marche à vue, quoi. On ne marche pas à vue, on s'offre la possibilité d'avoir recours au service civique. Oui, mais ça, c'est... Si on n'a pas la possibilité d'avoir recours au service civique, ça ne sert à rien de réfléchir. Mais on est d'accord? Ne vous énervez pas, monsieur le maire. Non, mais vous énervez pas. Pourquoi vous dites qu'on fonctionne à vue? On dote la collectivité de tous les moyens qui sont à sa possibilité, qui lui sont donnés, pour pouvoir gérer ses ressources du mieux possible, pour pouvoir atteindre le maximum d'objectifs dans les meilleures conditions. Ça ne s'appelle pas gérer à vue, ça s'appelle prendre l'intérêt général à cœur et de donner toutes les chances à sa ville. C'est votre avis, moi j'ai le mien, voilà. C'est pas le fait de vous énerver, monsieur le maire. Non, je m'énerve pas, mais je crois que c'est vous qui avez un problème de vue, en fait, monsieur Ateba. C'est pour ça que vous avez du mal parfois à comprendre certains concepts. C'est gratuit comme attaque. C'est vous qui avez parlé de la vue en premier. Allez, on passe. Qui serait contre le recours au service civique? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Vous pouvez motiver votre refus, s'il vous plaît, ça m'intéresse vraiment de Alors, je ne vais pas répéter mon refus, parce que quand on les met, on vous les donne, rien n'apparaît au PV. Tous les PV sont tronqués de nos propos. Donc, vous débrouillerez, vous avez la caméra. Alors, à ce sujet, monsieur Ateba, c'est moi maintenant qui vais vous demander de ne pas vous énerver. Je ne suis pas énervé. C'est pas l'effet que vous faites justement à la caméra. Non. Les vidéos sont en ligne, il n'y a pas de... les PV que nous signons sont tronqués, monsieur. Les PV que vous nous donnez, ils sont tronqués. Nos propos ne sont pas repris dans les PV. La caméra, c'est une chose. Les PV que vous donnez ne sont pas... Tous nos propos ne sont pas mis. J'en reviens pour preuve, les propos de monsieur Arnaud la fois dernière n'apparaissent pas dans le PV. Je suis désolé. Les propos de monsieur Arnaud n'apparaissent pas dans le PV? Non, les propos qu'a tenu monsieur Arnaud n'apparaissent pas en entier dans le PV. Je suis désolé. Attendez, monsieur Arnaud, est-ce que j'ai tronqué vos propos? Non, ça apparaît. Pas dans l'entièreté quand même, pas dans l'entièreté, c'est pas grave. Attendez, c'est pas le script d'un film. De toute façon, c'est très facile à contrôler. Les PV, vous les avez, les vidéos, on les a, tout ça c'est public. Et de toute façon, monsieur Ateba, je crois qu'on va facilement arriver à un point de consensus sur ces questions-là, puisque il y a le projet de loi, c'est pas encore passé, mais il est bien possible qu'à un moment, les PV de conseils municipaux n'aient plus à être établis tant que la vidéo est en ligne. Donc tout le monde a le loisir de regarder la vidéo dans son entièreté. Il n'a jamais été écrit nulle part que le PV devait reprendre mot à mot chaque intervention. Et je crois honnêtement, en lisant la densité des propos qui sont repris dans les PV, que nous n'avons pas à rougir par rapport au PV que vous établissez sous votre mandature. Je ne suis pas d'accord, monsieur le maire. Oui. Alors moi j'invite tous ceux qui nous observent, bonjour chez vous, à comparer les vidéos et les PV et de noter quand même que la qualité du travail qui est fait, et si les gens ont vraiment que ça à faire, de faire la même chose avec ce que vous produisiez à votre époque. Comme ça, les gens se feront leur propre opinion. Là, du coup, vous attaquez d'une autre manière. C'est bien, vous êtes parfait sur ce coup. Non mais monsieur Ateba, vous avez le chic pour inverser les rôles. Là, honnêtement, rien ne manque dans les PV. La preuve, le seul argument que vous avez soulevé, il vient d'être... mes propos n'ont pas été repris correctement, les propos des autres PV aussi, c'est tout. Voilà, c'est un constat.
Et entre le moment où vous recevez le PV et le moment où on se retrouve en assemblée, il n'y a pas un moyen de... Oh, bah, c'est comme les vidéos qui apparaissent 3 semaines après ou un mois après, c'est pareil, monsieur le maire. Allez, on continue, allez-y, ne vous énervez pas. Monsieur Ateba, c'est moi qui suis le président du conseil municipal, c'est moi qui fixe le rythme. Vous ne me dites pas à quel moment on reprend, à quel moment on arrête, d'accord? Il va falloir un petit peu que vous quittiez cette posture de donneur de leçons. On a été gentil avec vous. Excusez-moi, je termine. Ne vous énervez pas, monsieur le maire. Je termine. Allez, ça fait 1 an et demi, un peu plus que cette assemblée est installée. Je crois que depuis le début, on a fait preuve de beaucoup de magnanimité et de patience avec vous. Vous avez souvent, en cours de conseil, soulevé des arguments absolument fantaisistes. On a toujours pris le temps de réfléchir, de relire, etc. Maintenant, ça suffit. Vous quittez vos habits de maîtresse d'école ou d'instituteur ou de je ne sais quoi, d'accord? Vous avez le droit à la parole, vous exprimez, mais vous ne remettez pas en cause la façon dont ça fonctionne. Si vous êtes là aujourd'hui et que nous sommes ici, c'est parce que les électeurs ont bien fait la différence de qui était le plus capable sur cette commune. Donc les leçons, c'est terminé. Vous vous exprimez, vous vous énervez sur les délibérations. Vous vous exprimez sur les délibérations qui vous sont soumises. Nous vous écoutons avec beaucoup d'attention, mais vous ne donnez pas de leçons à cette assemblée. Merci. C'est une belle image de la démocratie, de votre part. Absolument. La démocratie, c'est gagner les élections, voter, s'exprimer, être constructif et servir l'intérêt général. Ça n'a jamais été de toiser les personnes. Nomination au comité de pilotage du plan communal de sauvegarde. Alors, je vais passer la parole à ma collègue... Attends. Oui, ben oui, voilà, excusez-moi. Allez. Information sur les décisions du maire. Alors, de la même manière, vous avez reçu dans la convocation le tableau. Alors, il y a des conventions qui visent à mettre à disposition la salle Van Dongen. Alors, Pôle emploi, c'était dans le cadre d'une opération de recrutement pour le magasin Lidl, qui s'agrandit, Clos Duchesne, et c'est une opération qui est du même type que celle qui avait eu lieu l'été dernier pour KFC, donc une opération de recrutement par simulation. Il y a eu un article dans le bulletin municipal l'année dernière, c'est une méthode qui est très 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 intéressante, alors qui demande beaucoup de ressources, hein, puisqu'il faut de la place, etc., mais qui est très très efficace en termes de recrutement et qui permet à tout le monde, sans condition d'âge, de diplôme, de trouver un emploi qui lui convient. C'est quelque chose que nous sommes très très fiers de mettre en place à Chanteloup-en-Brie. Alors, il faut vraiment que je m'achète convention de mise à disposition. Oh punaise. Là. Oui, voilà, Foncia, d'accord. Donc ça, ce sont des syndics ou des copropriétés qui se réunissent pour leurs assemblées générales. Convention Les Bouts de Choux, c'est le renouvellement de la convention qui a été signée l'année dernière, puisqu'il n'avait pas vraiment été mis en œuvre du fait de la Covid. Convention exposition de la Grande Guerre, donc ça c'est une exposition sur la Première Guerre mondiale qui se tient à l'école du Loupio. Contrat d'hébergement Logitude Municipal, c'est pas une erreur, hein, c'est bien Municipal, c'est le logiciel qu'utilisent nos ASVP pour établir des contraventions. Vous savez qu'on est engagé dans une démarche qui vise à placer toutes nos applications métiers sur le nuage, le cloud comme on dit, de telle sorte qu'il y ait une continuité même en cas de défaillance d'un matériel ou voilà. Donc là, le contrat d'hébergement vise à relocaliser leur application sur le nuage de l'éditeur. Toujours chez le même éditeur, gestion PM, donc c'est une extension du logiciel qui va permettre aux ASVP de produire des PV, des rapports et des documents dans une forme en fait standard. Donc ça va augmenter la qualité du travail qu'elles produisent. Voilà. Groupama Villassure, eh bien c'est le contrat d'assurance responsabilité civile et bâtiment qui est mis à jour du fait de la livraison du CTM, hein, l'atelier municipal. Donc il a été inclus dans le cadre de l'assurance. Ensuite, mise à disposition de la salle Van Dongen, encore pour une copropriété. Convention pour l'accueil d'enfants en classe Ulysse à Chessy, donc c'est à Chessy, à la classe Ulysse, donc qui accueille
des enfants chanteloupiens en difficulté. Convention partenariat intervention scolaire, ça c'est le programme de musique qui est porté par Marnay Gondoire et qui se tient pour nos enfants dans nos écoles. Convention accueil enfants Javeline, Jossigny, Lèche, c'est le renouvellement donc des conventions par lesquelles ces 3 communes peuvent accéder à notre accueil de loisirs. Décision de non-préemption urbaine, bon, on ne va pas en faire le détail, donc c'est comme ce qu'on avait dit la dernière fois, sauf que les montants ne nécessitaient pas de délibération du Conseil. Elles ont donc été prises par moi, dans le cadre de ma délégation. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces décisions? Non. Donc point 17, présentation des nouvelles délégations. Alors, comme annoncé au dernier conseil municipal, je vais donner 2 nouvelles délégations. Les arrêtés n'ont pas encore été pris. L'une à Madame Romaniec, dans le but d'établir pour la commune un plan communal de sauvegarde, et l'autre à Monsieur Tadjilzik pour ce qui est de la consultation citoyenne. Madame Romaniec, si vous voulez présenter votre délégation rapidement. Vous avez dans les documents qui vous ont été transmis la présentation de ce... Oui, mais il faut parler bien. Du plan communal de sauvegarde, qu'on va appeler PCS pour aller plus vite. Donc c'est un document qui est institué par la loi 811 du mois d'août 2014, qui est dite loi de modernisation de la sécurité civile et qui a été reprise dans l'article 731.3 du Code de sécurité intérieure. Donc c'est des décisions qui ont été prises suite à l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, dont chacun se souvient. L'article L2212-1 du Code de CGCT précise que le maire est chargé d'assurer la sécurité de ses administrés et donc il est tout à fait logique qu'il participe à ce dossier. Alors, le PCS détermine, en fonction des risques connus, les mesures d'organisation et de sauvegarde, de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Alors, plus particulièrement, son rôle consiste à la mise en place, dans le cadre de ce PSS, d'une organisation qui permet de faire face à des situations très diverses, qu'il s'agisse de catastrophes majeures atteignant fortement la population, personnes décédées en nombre important, blessées, des maisons détruites, une perturbation de la vie collective, une interruption par exemple durable de l'alimentation en eau potable ou en énergie, des intempéries, canicules, épidémies, etc., ou des accidents plus courants, qu'il s'agisse d'un incendie ou d'accidents de la circulation. L'objectif du plan communal de sauvegarde est de se préparer préalablement en se formant, en se dotant de modes d'organisation et d'outils techniques pour faire face à tous ces cas et éviter ainsi de basculer dans une crise. Parallèlement à l'élaboration du plan communal de sauvegarde, la commune doit rédiger le DICRIM, c'est-à-dire le document d'information communale sur les risques majeurs, qui est un document consultable en mairie par l'ensemble de la population. Comment doit-on élaborer ce PCS? Alors, tout d'abord, il s'agit de désigner un comité de pilotage et un chef de projet. Ensuite, un groupe de travail va travailler sur l'élaboration du diagnostic des risques et des plans d'action. Définir les modalités d'alerte et d'information de la population. Par exemple, à Chanteloup, on n'a pas de sirène, donc comment on fait pour alerter la population s'il y a un risque majeur qui nous concerne? Recenser les moyens, créer une organisation communale pérenne, réaliser des outils opérationnels et maintenir le dispositif de manière opérationnelle dans le temps. Alors, pour constituer ce PCS, le groupe de travail va s'appuyer sur le document départemental des risques majeurs, qui est un document qui est élaboré dans chaque département par les services de la préfecture, et un guide d'élaboration du PCS qui est établi par le gouvernement. C'est un mode opératoire à l'attention de tous les groupes de travail. Donc le chef de projet, c'est lui qui est chargé de coordonner et d'animer tout le travail de l'équipe. Il doit assurer l'analyse et la synthèse des données produites et faire le lien entre tous les différents interlocuteurs.
Il assure la rédaction des plans d'action après analyse du besoin et planification des étapes. Il anime et informe le comité de pilotage et aussi le conseil municipal. Il coordonne les relations avec les partenaires, centralise diverses informations, met en forme les outils et assure la mise à jour du PCS. Le comité de pilotage, c'est la structure décisionnelle du projet, c'est le relais de la volonté politique qui doit impulser la dynamique à l'ensemble des acteurs. Il informe le conseil municipal de l'avancement des travaux. Alors ce comité de pilotage, il est composé à minima du maire, du chef de projet, du directeur des services techniques, d'un adjoint aux affaires scolaires, parce que compte la configuration de la commune, les bâtiments publics les plus importants sont les écoles, et c'est là où il peut y avoir des risques. Le responsable de la communication pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure concernant l'information de la population, et éventuellement d'autres personnes concernées. Le groupe de travail donc, qui va préparer les documents qui seront soumis au comité de pilotage et au conseil municipal. Il va travailler dans un premier temps sur le diagnostic des risques spécifiques à la commune, élaborer les plans d'action, préparer les documents à soumettre au comité de pilotage et au conseil municipal. Il est composé, ce groupe de travail, du chef de projet, d'un adjoint aux affaires scolaires, toujours de l'adjoint à la communication. Et ce que nous souhaiterions, c'est qu'un représentant de l'opposition municipale puisse aussi participer à ces travaux. Et bien sûr, tout élu ou personne pouvant apporter sa contribution au projet serait la bienvenue. Alors si on regarde la situation plus particulière de Chanteloup, dans une première approche, nous sommes une commune plutôt préservée, on va dire. On n'a pas de risque industriel ou technologique majeur. Il n'y a pas d'usine de type Seveso à proximité. La première usine de type Seveso, elle se trouve à Mitry-Mory. Pas de centrale nucléaire, la plus proche est celle de Nogent-sur-Seine, dans l'Aube. Pas de barrage hydraulique, mais on a quand même des retenues d'eau sur la Marne, l'Aube et la Seine, dans les départements voisins, pour éviter les inondations majeures de la Seine. Donc on n'est pas à l'abri d'une rupture de ces poches. La situation qui pourrait se produire, c'est comme vous le voyez sur les photos que je joins au dossier, on n'est pas à l'abri d'un accident, d'un transport de marchandises dangereuses. Il peut s'agir de produits inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs, voire radioactifs, qui peuvent créer une dispersion dans l'air de nuages toxiques ou un risque de pollution. Et par ailleurs, Chanteloup est recensé comme présentant un risque de transport de gaz par canalisation, parce que vous savez qu'on a une conduite de gaz qui traverse la commune. Sur le risque naturel, on est aussi a priori une zone relativement protégée, on n'est pas sur une zone sismique ni inondable, pas de grands fleuves, la Marne est relativement loin, mais on n'est pas à l'abri d'un risque d'orage violent, de tempête, un incendie de forêt. On a quand même une partie du territoire de la commune qui est occupée par la forêt, un glissement de terrain, où vous avez aussi les problèmes d'argile. Sur le risque sanitaire, les principaux risques recensés sont la canicule, le grand froid, les épidémies, mais aussi les vents violents, les neiges, les verglas, les orages, les tempêtes, etc. S'agissant du risque social aussi, on est relativement préservé. On n'est pas une commune avec une cité, un quartier sensible, mais on n'est jamais à l'abri de débordements, de choses qui pourraient se produire dans des communes voisines. Les besoins immédiats qui va se faire ressentir, c'est organiser le plus vite possible un dispositif d'hébergement et de ravitaillement d'urgence, qui soit propre à la commune, pour les difficultés qui pourraient se produire ou les catastrophes qui pourraient se produire sur la commune, mais aussi pour venir en entraide aux communes voisines qui pourraient être davantage exposées. Par exemple, s'il y avait une inondation majeure sur l'Agny, on pourrait venir leur prêter nos structures. Voilà, si vous avez des questions. Donc là, il s'agit de nommer les membres du comité de pilotage tel qu'il a été décrit par Mme Romagnac. Donc là, on va mettre des noms sur les fonctions qui ont été citées tout à l'heure. Donc on propose de créer le comité de pilotage du plan communal de sauvegarde de la manière suivante. Donc le maire, qui en serait le directeur,
Madame Michèle Romagnec, conseillère municipale, déléguée, chef de projet, le directeur du service technique de la commune, Monsieur Alexandre Bouzet, adjoint à la communication. La communication est un élément très très important dans les opérations de crise. Monsieur Fabrice Cassada, donc au titre de ses fonctions liées à l'enfance, et Madame Anaïs Roa, pour sa qualité de chef d'entreprise, parce que souvent, les ressources dont on a besoin pour faire face à une crise se trouvent dans les entreprises. En termes de stockage, en termes de matériel, etc. Il nous faut quelqu'un qui ait cette facilité de communiquer avec le monde économique sur la commune. Voilà. Qui serait contre la composition de ce comité de pilotage? Cinq contre. Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. C'était le point 18. Ça permettait d'être cohérent avec le sujet. Et maintenant... oui, pardon? Madame Romagnec me demande si vous voulez désigner quelqu'un pour le groupe. Non, il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de candidat. Oui. J'attendais le groupe de travail, puisque c'est là qu'on vous dénonce. Alors, le groupe de travail, c'est pas une instance qui est formalisée, qui est organisée. Donc, c'est plus sur une relation, disons, amicale. Voilà. Mais enfin, on prend note. Vous n'avez pas de candidat pour le groupe de travail. Je passe la parole à Monsieur Tadjili, qui va parler de sa mission en matière de consultation citoyenne. Merci Monsieur le maire. Effectivement, on va passer des risques majeurs aux opportunités majeures offertes par la participation citoyenne notamment. Vous m'entendez? Donc je suis ravi d'avoir été missionné par Monsieur le maire dans ce cadre-là, donc pour faire vivre la participation citoyenne au sein de Chanteloup-en-Brie. Chacun d'entre nous a sa vision de ce qu'est la participation citoyenne et je suis certain que si on faisait un tour de table, on aurait autant de définitions dans cette salle que de personnes présentes justement autour de cette table. Juste avant de vous proposer ma définition et ma vision de la participation citoyenne, je tenais à préciser que cette démarche-là fait partie de notre mouvement, notamment de la campagne, où à multiples reprises, on a sollicité les Chanteloupiens sur leurs doléances et sur leurs propositions par rapport à l'avenir de ce que sera Chanteloup plus tard, et de ce que, voilà, de la vision qu'on peut avoir d'elle. Le prérequis par rapport à cette délégation, c'est d'avoir une approche pragmatique, loin d'usine à gaz, d'avoir quelque chose de très très simple, de très très concret en tant qu'approche. Et donc cette approche pragmatique, c'est vraiment capital pour moi. Je tenais donc à vous donner la définition du coup de la participation citoyenne. C'est l'ensemble des démarches qui permettent d'associer les citoyens à l'action publique. C'est simple, basique, c'est pas une tarte à la crème, c'est pas quelque chose effectivement dont on sert pour faire joli. C'est du concret et n'oubliez pas qu'il y a un adage qui doit nous guider là-dedans, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc l'objectif par rapport à ces consultations et donc à la participation citoyenne est donc de donner la parole aux citoyens sur les projets municipaux qui les concernent, sur lesquels ils seront sollicités. Donc ça peut concerner l'aménagement de l'espace public, le cadre de vie, les loisirs, la vie associative. Donc la parole citoyenne ainsi recueillie enrichira les projets, permettra de l'adapter aux réalités du terrain et d'éclairer la vision et notre décision aussi d'élus et de conseil municipal. Et donc chaque personne qui habite à Chanteloup pourra améliorer donc ses projets et ses actions à la municipalité. L'idée, et ça c'est un terme que j'aime beaucoup, c'est d'aller chercher l'expertise d'usage des citoyens. J'aime beaucoup cette idée effectivement de Chanteloupiens qui sont experts de leur quotidien. On a tous des opportunités, des problématiques différentes selon les quartiers. Et donc forcément, les personnes les plus à même à parler de leurs besoins sont les habitants d'un quartier en particulier. Donc je vous dirai après ce qui est prévu dans un court avenir. Donc pour rester concret, la participation citoyenne à Chanteloup-en-Brie sera déclinée par 4 niveaux de participation citoyenne.
Le premier niveau, assez basique, est un niveau qu'on va appeler information dans les grandes lignes. Donc l'information, c'est effectivement informer les citoyens sur la vie de la collectivité, sur les projets, les événements à venir, etc. Donc l'information, ça c'est quelque chose qui se faisait déjà depuis longtemps, qui se fait depuis le début du mandat, notamment grâce à certains nouveaux outils comme l'application mobile. Donc là, typiquement, c'est l'information descendante qui permet d'informer les citoyens et qui peut servir de base à de futures consultations. Quelqu'un de bien informé pourra faire de bonnes propositions et donc argumenter du coup plus facilement. Après l'information, le deuxième niveau de participation citoyenne est la consultation. Là aussi, on est sur quelque chose avec un niveau d'implication assez faible des citoyens et sur du moyen terme et du court terme. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de recueillir l'avis du citoyen. Et pour être dans le pratique très rapidement, donc une consultation sera lancée auprès des riverains de l'avenue du Bois de Chigny dès la semaine prochaine. Donc le boitage aura lieu ce week-end pour effectivement avoir leur vision et l'avenir qu'ils se font de leur avenue. Voilà. Donc ça concerne les riverains de l'avenue du Bois de Chigny sur des thématiques, sur 4 thématiques, sur la circulation routière, sur la circulation piétonne, sur le stationnement et sur l'aménagement paysager. Donc voilà, après les détails vous seront communiqués, mais bon, après c'est vrai qu'on s'adresse principalement à ces riverains. Troisième niveau de participation citoyenne, après l'information et la consultation, donc il y a la concertation. Donc là, la concertation, c'est quelque chose d'un petit peu plus impliquant et un petit peu plus à moyen terme, avec un dialogue qui est recherché entre les citoyens, les collectivités, les experts, pour trouver ensemble des solutions et axes d'amélioration sur un sujet précis. Dernier point, beaucoup plus long, encore plus impliquant, c'est la co-construction. Donc là, on est vraiment sur le long terme, 2-3 ans. L'idée, c'est effectivement d'impliquer les citoyens dans la réalisation de projets en collaboration avec les services de la commune. Donc voilà les 4 niveaux de participation, avec à chaque prérequis, donc hormis le fait d'avoir une vision pragmatique, c'est effectivement de se poser les questions suivantes, savoir où l'on va, avec qui l'on va et pourquoi on y va. Donc c'est très important de définir le cadre pour effectivement être en mesure d'en tirer les meilleurs enseignements possibles. On est terminé. On m'a demandé de faire court, donc si vous avez des questions, bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, de toute façon, ça, ce sont des délégations qui vont vivre, puisqu'il y aura des points d'étape réguliers à faire auprès de ce conseil. C'était vraiment 2 projets qu'on avait mis un petit peu sous le coude à cause de la crise sanitaire, et là qu'on peut vraiment réactiver. Donc on va profiter vraiment des dernières années de notre mandat pour en tirer le meilleur. On est vraiment très 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 content que ça puisse se faire, parce que c'était des choses auxquelles on attachait beaucoup d'importance. Je n'ai pas reçu de questions orales cette fois-ci non plus, pour me confirmer. Voilà. Donc il est 21h12, je déclare le conseil municipal clos.